Voilà. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé, c'est les économistes. Enfin, ce n'est pas les économistes qui l'ont inventé, eux, ils ont emprunté le mot comme le mot qu'utilisent d'autres disciplines. Qu'est-ce qui peut me dire je vérifie, je lève la voix pour vérifier si l'enregistrement est bon ou pas. Oui, qu'est-ce qui peut me dire un modèle? C'est quoi? Donnez-moi. Oui, je t'en prie. Plus fort. Oui, un exemple de modèle qui ne soit pas nécessairement de l'économie. Là, les top modèles. Voilà, par exemple. Un autre exemple. Oui, il y a plein de choses comme ça. Un exemple, votre camarade, oui. Je ne veux pas le dire sur l'écran pour que les autres groupes l'écoutent parce que ce n'est pas le modèle que j'aimerais coucher avec. Enfin, ce n'est pas le modèle que j'aime. Bon, ce n'est pas le bon exemple, là, je suis désolé, mais donnez-moi d'autres exemples. Vraiment, ça veut dire que si tu prends... c'est qui a inventé le mot modèle pour les top modèles? C'est les publicitaires. Ils demandent aux filles de ressembler à ce modèle. C'est ça l'idée. Demander aux femmes de ressembler à ce modèle. Donc, cette femme est un modèle. Alors qu'en réalité, je ne serais même pas prêt à coucher avec elle, mais bon, c'est un modèle. Donc, c'est une connerie, ça. Donnez-moi un exemple vraiment concret de modèle. En général, c'est quoi un modèle? Plus fort? Alors, ce n'est pas dans le but de suivre. Hein. Ça, tu restes toujours dans le top modèle. Vous êtes vraiment d'une culture très geek. Enfin, d'une culture très basique. J'aime pas que les étudiantes soient impressionnées par ce phénomène-là. C'est vraiment, je cherche dans votre fond culturel des idées qui soient plus élevées que ça. Non, je dis que non, je n'aime pas ça. Je n'aime pas de commentaires, s'il te plaît. Je dis une étudiante doit avoir un niveau beaucoup plus élevé que ça. OK? Je ne te demande pas de commenter ce que je dis. Tu te tais. Oui? Voilà. Ça, c'est un modèle. Voilà, c'est un modèle. Ça, c'est un modèle. C'est ce qu'on appelle un modèle réduit. Avant de construire un avion, on construit un petit avion. Ça s'appelle un modèle réduit. Ce n'est pas pour le suivre. Ce n'est pas pour qu'on s'inspire, comme l'exemple idiot qu'ont pris vos deux camarades. Un modèle, ce n'est pas fait pour ça. Un modèle, c'est une représentation simplifiée d'un objet. Avant de construire une maison, on fait une maquette. La maquette est un modèle. Avant de construire un avion, on construit une maquette de cet avion. Et même, on l'a fait voler. On l'a fait passer dans une soufflerie. Vous savez ce que c'est une soufflerie? Hein? Voilà, on l'a fait passer dans une soufflerie pour voir comment sa structure résiste à l'air, quelle est sa portance, etc. Et bon, ça ne donne pas tout de la réalité, mais ça donne déjà une idée de ce que va être l'objet qu'on va construire. Donc, c'est ça la première idée d'un modèle. C'est le modèle réduit. D'accord? C'est un modèle, c'est pas un modèle qui est inspirant socialement. C'est pas ça le but. C'est ce qui était dans la tête de vos deux camarades. Donc, on veut construire un modèle pour l'économie, c'est-à-dire un modèle réduit. Qui dit réduit, dit simplifier beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et ne regarder qu'un certain nombre de choses à vérifier. Mais bien sûr, ce modèle-là ne va pas finir par construire une réalité, comme un avion. L'avion est une réalité, la maison est une réalité. D'accord? Le but du modèle de la macroéconomie, ce n'est pas de construire une réalité. Non.
Le but du modèle macro, c'est d'expliquer comment fonctionne ou fonctionnerait une économie. C'est d'expliquer le fonctionnement. Et on ne va pas construire une économie réelle, comme un avion ou une maison. On va juste essayer d'expliquer un certain nombre d'aspects du fonctionnement d'une économie. Ça s'appelle un modèle macroéconomique. Donc, le travail de la modélisation en économie, c'est un travail, enfin en macroéconomie. À chaque fois que je me trompe, je dis économie, ce n'est pas vrai, c'est macroéconomie, puisqu'on est en cours de macroéconomie. Alors, rappelez-vous que j'ai parlé, j'ai expliqué comment est née la macroéconomie. Avec la théorie keynésienne. J'ai expliqué aussi quels sont ses objectifs. Et j'ai insisté sur un point précis, celui de la comptabilité nationale. Je vous ai expliqué que la comptabilité nationale, celle où on a vu hier, par exemple, les agrégats que fabrique l'INSEE, n'est-ce pas? Y, PIB, quelquefois le RNB. C, la consommation de l'économie, celle des ménages. Grand I, appelle aussi la FBCF, l'investissement, dépenses publiques, exportation, importation. Tout ça, c'est des agrégats macroéconomiques. Ils sont mesurés par l'INSEE. Et je vous ai expliqué aussi quelque chose de très important qui est cette distinction entre un équilibre ex post et un équilibre ex ante. Celui qui n'a pas bien compris cette idée, il n'a qu'à voir la vidéo que j'ai postée sur cette question. Donc, ce que je voulais rappeler, c'est que j'ai insisté sur le fait que l'INSEE fabrique les chiffres qui décrivent l'économie française pendant une année. On appelle ça un modèle, mais descriptif. D'accord? La comptabilité est elle-même, je vous l'ai dit, construite à partir de la théorie keynésienne de la macro. Que cette comptabilité ne fait que comptabiliser, donc ne fait que décrire l'économie française pendant une année. En mesurant quoi? Les flux. Je dis qu'il y a des stocks, mais surtout les flux, les échanges. Vous vous rappelez de ça? Parce que comme la macro est construite autour de l'idée du circuit. Donc, le circuit est plein de exact. Il faut mesurer ces flux. Je vous ai dit, comme par hasard, tous les agrégats, presque tous les agrégats, presque tous, de la comptabilité nationale et de la macro sont des et pas de ou très peu. Elle connaît sa leçon. Elle est bonne.
ce produit qui s'appelle les comptes de la nation ou la comptabilité nationale, c'est un modèle descriptif. D'accord? Descriptif. Ça veut dire qu'il est presque, ou soi-disant, objectif. Il ne se mêle de rien. Si vous dites, nous, l'INSEE, ne fait pas de politique. D'accord? Vous calculez vos agrégats, c'est à vous de les analyser. Et puis, vous avez un modèle macroéconomique qui va être explicatif. C'est ces modèles-là qui s'appellent les modèles macroéconomiques, en théorie économique. Donc, les modèles macroéconomiques étudiés dans les livres, dans les théories économiques, sont des modèles réduits qui ne servent pas à décrire, mais à le fonctionnement de l'économie. Elle devrait faire le cours à ma place. Elle m'arrache les mots de la bouche. Donc ça, c'est la première chose à comprendre quand on dit modèle macroéconomique. C'est un certain nombre de choses qu'on va voir qui permettent d'expliquer, d'après une école, hein, chacun il a son idée, d'après une école, comment il voit le fonctionnement de l'économie, c'est-à-dire comment ils expliquent qu'il y a du chômage, qu'il y a de la croissance, qu'il n'y a pas assez de ceci, ça ne marche pas très bien, ça atteint des... Voilà, ça ne permet pas de créer beaucoup de richesses, pourquoi ceci? Ben, ils donnent des explications pour ça, dans quelque chose qui s'appelle un modèle. On va voir ce que c'est plus concrètement. Mais il faut toujours mettre à côté la description qui, elle, on expliquera un autre jour, peut-être que vous l'expliquerez l'année prochaine. Pourquoi le modèle descriptif est le même pour tous? Là aussi, c'est critiquable. Mais considère que le modèle descriptif qu'apporte l'INSEE, il est pour tout le monde. Chacun, parce que quand l'INSEE apporte les chiffres, les statistiques de la France, bien vous avez un homme de gauche, il explique pourquoi c'est ainsi, pas plus, et pas moi. Et un économiste de droite, il va expliquer que non, ce n'est pas pour ça. C'est les mêmes chiffres. D'accord? Parce que les chiffres de l'INSEE ne sont pas descriptifs. Ne sont pas explicatifs, sont des descriptions. Voilà ce qui s'est passé. On a mesuré ceci. C'est comme lorsque tu donnes un bilan d'une entreprise, n'est-ce pas, à la fin de l'année. Tu le donnes à quelqu'un, tu lui dis, ah ben oui, elle a fait de bons résultats. D'accord? Ça, c'est expert comptable. Et après, tu as l'analyste financier. C'est-à-dire, on a fait des bons résultats, mon œil. Moi, je ne vois pas ça comme bon résultat. Ça va créer des gros problèmes dans un an ou deux, ça. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il explique, il analyse. C'est comme un... Voilà. Mais la description, la comptabilité est la même pour tous. On parle de compte, comptabilité, qu'elle soit privée des entreprises ou nationale. On considère que elle se fait, soi-disant, de la même façon pour tous les groupes. Mais dans l'analyse, la réflexion, l'explication, chacun, n'est-ce pas? Pour ça que des fois, vous apportez une analyse médicale d'un parent, une vieille personne, vous l'envoyez à un médecin et vous dites, ouais, c'est grave ça, et tellement vous êtes inquiété, vous allez voir un autre, non? Oh, peut-être qu'il a un point de vue pas trop loin ou pas trop proche, on va savoir. Là, il y a l'art de l'explication, qui n'est pas celui du diagnostic. Enfin, même celui de la description. Voilà, si vous voulez, le point de départ de la modélisation. Il y a la modélisation économique, elle cherche à expliquer. Donc, je rappelle, ici, je suis en train de lire une diapositive
que je vais vous envoyer. Donc, ne notez pas, ou c'est juste de comprendre que, voilà, Julie, est-ce que... Ouais, je n'ai pas le temps de la projeter, peut-être, si. On s'en fout. Donc, on construit des modèles pour expliquer et pour décrire les phénomènes complexes et pour les simplifier. Donc, pour les expliquer, c'est le modèle macro, et pour les décrire, c'est le modèle d'un compta national. Donc, c'est toujours pour rendre compte d'un phénomène complexe et le réduire comme un modèle réduit. Comme on a dit tout à l'heure, les avions, les voitures, la maquette de la maison, etc. Donc, quand on dit modèle macroéconomique, c'est automatiquement, derrière, il y a une théorie. D'accord? Derrière, il y a une théorie. Donc, des théories, des auteurs, des principes. Et en macroéconomie, si vous voulez, et pas seulement, hein, même dans les modèles réduits des avions, des voitures, des maisons, il y a des relations mathématiques, mais elles sont beaucoup plus explicites en macroéconomie. En macroéconomie, on va mettre en relation dans des équations mathématiques les agrégats, dont j'en ai parlé tout hier, par exemple. N'est-ce pas? Il y a des interrelations entre les agrégats. PIB, consommation, investissement, croissance, exportation, importation. Vous êtes bien d'accord que s'il y a plus de PIB, très certainement qu'il y a plus de consommation. Quelle est cette relation? Quel est le lien? Mesurer ce lien, le mettre en relation mathématique. Il ne suffit pas de dire que si le PIB augmente, il y a plus de moyens pour consommer et donc on consomme plus. Mais il faut dire combien. Est-ce que c'est, n'est-ce pas? Si on augmente le PIB de 100, est-ce qu'il y a une augmentation de la consommation de 100? Peut-être pas. Peut-être moins, mais une augmentation quand même. C'est une relation qu'on met dans une équation mathématique, tout simplement. Alors, ce n'est pas des mathématiques de haut vol, hein, c'est des relations. Quelle est la relation mathématique que vous connaissez la plus simple pour vous? La relation mathématique la plus basique. Une relation mathématique. C'est quoi une relation mathématique? Plus fort? Non, ce n'est pas une formule. C'est quoi une relation mathématique? Une fonction mathématique. C'est quoi une fonction mathématique? Donnez-moi une fonction mathématique très simple que vous connaissez dans votre vie au lycée. Vous n'avez pas gardé souvenir d'une relation? Oui, je t'en prie. Y égale x2. C'est de ça que tu parles. Voilà, ça c'est une relation. N'est-ce pas? Relation entre quoi et quoi? C'est tout, x. Qu'est-ce qu'on dit en français? La relation entre x et y est une relation carrée. D'accord? Ça veut dire que quand x augmente de 10, de combien, quand x augmente de 10, de combien augmente y? De 100, 10 au carré. Voilà. On va trouver, par exemple, une relation qui est très, très importante et très utilisée en macroéconomie. Elle dit, ben vous êtes bien d'accord que la relation qu'a trouvée votre camarade, rappelle-moi ton nom, s'il te plaît. Oui. Léa. Parce que, en fait, il y a deux Léa. Et les deux sont bonnes. Tu connais l'autre Léa? En tout cas, je vous aime toutes les deux. Vous ne ressemblez pas, vous n'êtes pas dans le même groupe. Vous êtes toutes les deux des Léa. De bonnes Léa.
Elle est bonne, elle s'absente beaucoup, mais quand elle vient, elle met le feu dans le groupe. Elle a une très bonne note de participation, ou d'absence peut-être, mais elle a une très bonne note. Toi aussi. Donc, tu es bien d'accord que tu n'as pas choisi la relation la plus simple, mais une relation quand même. OK. Une relation n'est pas la plus simple. Eh bien, d'accord. Donnez-moi une relation encore plus simple en mathématiques. Plus fort? Y égale X. Ça veut dire que Y et X se comportent de la même manière. Quand X augmente de 5, Y augmente pareil. Relation, on dit que c'est une relation constante. Il y a une constance, une relation de constance entre les deux. Donnez-moi un petit chouïa moins simpliste. Qui n'est pas aussi compliqué que le carré, mais... Allez. Oui. Y égale 2x. Bon, en général, on va dire Y égale AX. A, ça peut être 2, 4, 5, n'est-ce pas? Y égale AX, n'est-ce pas? Ça, c'est une relation très rudimentaire. Elle est moins compliquée que X et 2, n'est-ce pas? Mais pas aussi banale que Y égale X. D'accord? Si vous voulez rajouter un tout petit peu, exactement, Y égale AX plus B. Je l'écris là. Vous voyez cette relation? Eh bien, vous allez avoir en macroéconomie presque que cette relation. Ce n'est pas pour dire que pour ne pas vous affoler des mathématiques. Non, c'est que les économistes ne savent faire que ça. Ils sont nuls en maths. Ils sont nuls en maths. Vous avez bien compris que c'est la chose qu'on apprend au collège, non? Eh bien, elle occupe à peu près 90% des relations macroéconomiques de toute l'économie. Vous êtes rassuré un peu, non? Hein? Non? Donc, ce n'est pas compliqué comme relation. Elle simplifie trop les choses. C'est une relation mathématique entre deux variables, n'est-ce pas? Mais il faudra l'étudier. Il faudra essayer de rappeler au lycée qu'est-ce que vous avez retenu de ça en français. Je ne veux pas faire ça avec des maths. Parce que vous l'avez déjà bien fait des maths au lycée. Vous êtes bien d'accord qu'on n'a plus envie d'en faire. Elle est d'accord. Eh bien, moi non plus. Mais on va le dire en français. Qu'est-ce que ça signifie quand ceci monte, qu'est-ce qui arrive à l'autre, etc. C'est ça ce qu'on fait en économie. Bien sûr, on a besoin de dire après, on dérive ça, etc. Mais en français. Dérivé et tout ça, on va le voir. Donc, vous avez un modèle macroéconomique. C'est donc une théorie qui décrit par des relations entre des agrégats, des relations algébriques. Moi, je ne veux pas les appeler mathématiques. C'est de l'algèbre de bas niveau, rudimentaire, entre des agrégats de l'économie, sous forme de relations qui sont le plus souvent très simples, comme ça, pour décrire le fonctionnement de l'économie. D'accord? Alors, je vais m'attarder un peu plus sur cette idée. Je vais m'attarder un peu plus sur cette idée. Regardez ce que je fais là. Je reprends la relation que vous avez proposée. Y
Y égale AX plus B. Comment s'appelle en mathématiques cette relation? Enfin, elle porte un nom. Le genre de relation porte un nom. Tout à l'heure, quand vous m'avez dit Y égale X2, s'appelle comment cette relation en mathématiques? Elle est une... Ça porte un nom. Non, mais ça porte un nom. Et vous avez des hyperboles, des paraboles, vous avez des relations affines, linéaires, relations cubiques. C'est ça le nom des équations, non? Vous connaissez ces mots-là? Voilà. Ça, c'est quoi? Ça, c'est linéaire. Ben, ça fait ça. C'est pas une ligne, ça. Bon, c'est pas grave. Je suis en train de vous embêter. C'est pas grave. Si vous ne connaissez pas ça, c'est pas un drame. Mais je veux revenir à celle-là. Celle-là, c'est la première que tu as prise. C'est celle-là. L'une porte un nom et l'autre un autre nom. Très bien. Laquelle qui est affine? C'est une relation affine. Fonction, quoi on dit affine. Et l'autre, elle est linéaire. Quelle est la différence entre les deux? Les deux sont des droites. Eh bien, d'accord? Je suis en train de préparer le langage, hein, parce que, si vous voulez, après, je ne me rendrai plus compte que je parle de choses qui peuvent ne plus être fraîches dans votre mémoire. Il faut que je sois sûr qu'on les a bien. Les mots qui soient précis. OK? Donc, les deux sont des droites. Il y a une droite qui est fonction linéaire et l'autre qui est affine. C'est quoi la différence entre les deux, si vous voulez tracer ces droites? L'une passe et l'autre ne passe pas par? Très bien. Donc, tu avais une bonne note en maths. C'est vrai? Ça se voit. Ça se voit. Donc, l'une serait comme ça. Et l'autre serait, par exemple, comme ça. D'accord? L'une passe par l'origine et l'autre passe par une... Comment s'appelle ce point-là? Ça, c'est l'origine. C'est ça? A. Très bien. L'une, c'est l'origine, passe par 0, et l'autre passe par une ordonnée à l'origine. D'accord? Et ça s'appelle une ordonnée à... Très bien. Ou abscisse à l'origine, si vous voulez. Ça s'appelle abscisse à l'origine. OK. Donc, ce que nous retenons ça. On va prendre un petit exemple. On n'est pas en train d'expliquer un modèle. Hein? On est en train d'expliquer, de dire qu'un modèle est une théorie qui met des relations, qui met en relation des variables macroéconomiques, on a appelé ça des agrégats, n'est-ce pas? Au lieu d'avoir ceci, vous allez avoir à la place de ça, vous avez, par exemple, je prends un exemple. Hein. Ça, c'est une relation entre deux variables. C'est quoi la variable Y en macroéconomie? C'est PIB, RNB, tout ce qui est un peu autour de ça. N'est-ce pas? On a vu hier que PIB, il y a RNB, RNDB, n'est-ce pas? Mais tout part du Y, d'accord? C'est un mot générique, si vous voulez. Et c'est là
consommation de qui? Des ménages. D'accord? Voilà. Donc, on a mis en relation deux agrégats. L'INSEE nous donne la valeur de ces deux agrégats, et même pour plusieurs années. D'accord? Eh bien, l'INSEE nous donne les valeurs de ça et de ça. Et qui est-ce qui met ça en relation? La théorie de l'économie. D'accord? L'INSEE vous donne des chiffres, des comptes, et le théoricien, il met ça en relation pour expliquer le lien entre les deux. Je ne suis pas en train d'expliquer un modèle macro, mais une relation. Parce que le modèle macro est un ensemble de relations entre les éléments. D'accord? Mais sauf que si on reste en micro, par exemple, en micro, si on reste en micro, ça veut dire on reste sur cette relation. Là, cette relation-là est elle-même un modèle de la consommation. C'est un modèle qui décrit juste la consommation. Et après, quand on va mettre beaucoup de relations ensemble, simultanément, l'une pour expliquer la consommation, l'autre pour expliquer l'emploi, l'autre pour expliquer le taux d'intérêt, l'autre pour expliquer le chômage, l'autre pour expliquer les importations, l'autre pour expliquer l'investissement, comment il est relié à quoi, n'est-ce pas? Vous aurez un modèle de la macro maintenant. D'accord? Vous aurez un modèle macro. J'ai la prétention de décrire comment fonctionne un macro dans la tête de ce théoricien, dans cette école. D'accord? Vous avez compris ça? Je vais prendre un exemple. Un exemple. La relation entre... Alors, si on met ça comme revenu, et ça comme consommation, vous avez une relation très célèbre en macroéconomie qui est due à Keynes, qui est un peu presque, c'est-à-dire la première relation inventée en macroéconomie. C'est celle qui dit qu'il y a à peu près ça, qui dit que la consommation est égale à quelquefois on la note comme ça. Les notations, ça n'a pas d'importance. Chaque livre, chaque prof, il a ses notations. Mais vous retenez en français, que signifie ça? Ça, c'est une théorie de Keynes, une théorie de Keynes de la consommation. D'accord? Il dit que en économie, en macroéconomie, pas dans l'ensemble de l'économie, si vous voulez. Pour l'ensemble de l'économie. Petit a, c'est un
Alors, on va utiliser maintenant les mots. Hein. D'accord? Les mots. Parce que le but, c'est de s'habituer aux mots. Et pourquoi s'habituer? Parce que c'est les mots qu'ils utilisent. Si vous les entendez pour une première fois dans une phrase entière, vous n'allez pas comprendre. Donc, il faut préciser. On est en train de dire, c'est quoi une relation ou une fonction macroéconomique qui est empilée avec d'autres relations fonctions, qui donne un modèle. Regardons une. J'ai pris celle qui est la plus connue, la plus célèbre. Ce n'est pas un modèle macroéconomique qui ne part pas avec ça. Ce n'est pas la première dans un modèle. Mais une des premières. Qu'est-ce qu'elle cherche à... Parce qu'on a dit que les équations, c'est des choses qui expliquent, non? Ce n'est pas des choses qui décrivent. Hein? Une explication. Qu'est-ce qu'elle dit, cette relation? Qu'est-ce qu'elle explique? Elle explique une chose par une autre, n'est-ce pas? Elle explique quoi par quoi? Oui? Par le PIB. Il n'y a pas de somme. Elle explique la consommation par le PIB. En disant quoi? Que si dans un pays, le PIB augmente, les gens vont plus. Non, les gens vont consommer plus. N'est-ce pas? Ils vont consommer plus, par exemple, si, écoutez bien, hein, votre camarade a dit à juste titre que que cette théorie-là, ça c'est la théorie, elle s'appelle la théorie keynésienne de la consommation. Attention, cette ligne, c'est 3 chapitres au moins dans le livre de texte, cette ligne-là. D'accord? Pourquoi on appelle ça un modèle? Ça remplace tous les chapitres par ça. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire petit a compris entre 0 et 1? C'est quelque chose qui est 0,8 par exemple. C'est inférieur à 1, mais ce n'est pas 0. D'accord? Eh bien, là, elle dit que, et C 0, c'est quoi? Ou C bar. Ça, c'est des notations différentes, mais la même chose. C'est la consommation minimale dans un pays. D'accord? Il y a un minimum de consommation égal à ça dans un pays. Même si le PIB est nul, on consomme quand même ce minimum. D'accord? Vous êtes bien d'accord? Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il peut me dire? Qu'est-ce qu'elle dit, cette relation sur la consommation? Elle nous explique quelque chose. C'est quoi? D'après Keynes, alors, il se passe quoi? Qu'est-ce qu'elle dit d'après lui?
Elle dit une chose très simple, mais là, c'est un peu de mathématiques. Mais ce n'est pas des mathématiques, c'est des mathématiques de ma grand-mère, qui n'était pas forte en maths. Elle dit que si le PIB augmente de, par exemple, 10 millions, qu'est-ce qui arrive? De combien? Parce qu'on a dit, ça ne suffit plus de dire ça augmente. Le but, c'est ce que l'économie cherche à calculer. Il ne suffit pas de dire que ça augmente. Il faut dire combien ça augmente. De combien? L'économie se cherche à calculer quand même. Hein? Calculer, prévoir, mesurer. Sinon, si ça donne que des principes, ça ne suffit pas. Il faut chiffrer. Supposons que dans cette économie, le PIB augmente de 10 millions. De combien va changer la consommation? Tu as dit qu'elle va augmenter, mais de combien? Oui? Non. Vous ne voyez pas que si le PIB Y augmente de 10 millions, la consommation va augmenter de petit a fois 10 millions. Non? Vous voyez ou pas? Donc, elle va augmenter de combien, la consommation? Si petit a égale à 0,8. De 88. 80 000. Imagine un pays qui, dans la consommation, le PIB augmente de 10 millions, il va augmenter sa consommation de 88 millions? Non. Ça peut être qu'un pays comme le Liban. Si le PIB augmente de 10 millions, de combien augmentera la consommation dans ce pays? Hein? Non, de 0,8 fois le PIB. Ça fait 8 millions. Je ne sais pas, votre camarade top modèle, je ne sais pas comment elle a trouvé 88 millions. Zéro virgule huit fois 10, ça fait 8 millions. D'accord? Où se trouve la théorie là-dedans? Qu'est-ce qui est théorique là-dedans? Qu'est-ce qu'a inventé Keynes? Qu'est-ce qui nous a sorti comme théorie? C'est quoi? C'est ça qu'on veut comprendre. C'est quoi la théorie là-dedans? D'abord, est-ce que ça vous paraît de bon sens? Oui? Parle plus fort, s'il te plaît.
Bonne question. Bonne question. C'est une bonne question. Quelqu'un voit pourquoi la consommation minimale ne rentre pas là-dedans? Oui. C'est une constante. Qui dit constante dit qu'elle ne varie pas. Voilà la réponse. La consommation minimale ne varie pas. D'une année à l'autre, elle est la même. Mais ce qui varie, c'est le PIB. Donc, la variation de la consommation, elle est due simplement à la variation du PIB. Et comme la consommation est 80% du PIB, la variation de la consommation est égale à uniquement 80% de celle du PIB. Quand le PIB augmente de 100, de combien augmente la consommation? Hein? 80. Quand le PIB augmente de 10, la consommation augmente de 8. D'accord? Tu as compris? Donc, c'est quoi cette théorie qui est derrière cette écriture? Toute une théorie qui dit que lorsque dans un pays le PIB augmente, les gens ne consacrent pas entièrement l'accroissement de la richesse à l'augmentation uniquement de leur consommation. Ça veut dire que c'est faux si on raisonne microéconomiquement, mais supposons que quelqu'un, il voit son salaire augmenter de 100 euros, d'après cette logique, qu'est-ce qu'il en fait des 100 euros supplémentaires? Il consomme 80 de plus qu'avant, c'est ça? Il reste 20, qu'est-ce qu'il en fait? Il les épargne. Eh bien, tout ça, ça s'appelle la théorie keynésienne de la consommation. D'accord? Et bien sûr, il y a un petit plus que signifie consommation minimale. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici? N'est-ce pas? D'accord? Comment l'expliquer? Comment la justifier? Bah, tout ça, ça s'appelle la théorie de la consommation de Keynes. Parce que dans une autre école, elle n'est pas comme ça. D'accord? Elle n'est pas comme ça. Elle est expliquée autrement. Vous avez bien compris ça? OK. Maintenant, on va continuer à utiliser les langages. Dans le langage, vous vous rappelez de l'équation qui est là? Vous vous rappelez de ça? On a dit que c'est une relation comment? Affine. Comment s'appelle X? Et comment s'appelle Y? Comment s'appelle A? Et comment s'appelle B? Oui? Très bien. Non, ce n'est pas des points. C'est des axes. Très bien. L'axe des abscisses, l'axe des... Et ça, c'est, on a appelé l'ordonnée à l'origine, n'est-ce pas? Très bien. La constante, si vous voulez. Hein? Alors, dans toutes les disciplines, parce qu'en mathématiques, il n'y a pas de hiérarchie entre X et Y. N'est-ce pas? En mathématiques,
il n'y a pas de hiérarchie. X, Y se valent. D'accord? Vous pouvez tourner le graphique comme ça, c'est pareil. Claro? En économie et dans les autres domaines, physique, chimie, X et Y ne se valent pas. Ils ne sont pas interchangeables. Chacun joue un rôle précis. Est-ce que vous l'avez deviné, le rôle de chacune des variables dans ce que je viens d'expliquer dans la théorie keynésienne de la consommation? Vous n'avez pas deviné le rôle de chacun? Ils n'ont pas le même rôle. Hein? Quelqu'un s'en est rendu compte? Que ce n'est pas le même rôle? Le PIB et la consommation. Chacun joue un rôle différent. C'est quoi le rôle de chacune dans cette relation? Si vous devez mettre une flèche entre ces deux variables, vous mettrez une flèche qui va d'où à où? Donc, du PIB à et pas l'inverse. Cette question-là est très importante en économie. Très importante. Pas seulement en économie, mais en économie, on la définit comme ça. Ça veut dire que cette théorie cherche à expliquer la consommation par le revenu. Elle explique la consommation par le revenu. Ça va de le PIB explique la consommation. D'accord? Ce n'est pas l'inverse. Vous allez noter maintenant que dans cette relation, exemple de la relation qu'on a prise, nous dirons que X, ici le PIB, Y, est la variable explicative de la consommation qui est Y. Enfin, pas Y, parce qu'il y a Y pour le PIB, Y pour l'ordonnée. Hein, ça se mélange. Hein. Donc, le PIB explique la consommation. Donc, le PIB est la variable explicative et la consommation est la variable... Non, il n'y a pas de description ici. Expliquer. Je répète, le PIB est la variable explicative et la consommation est la variable expliquée. Pour dire simplement, le PIB explique la consommation d'après la théorie keynésienne de la consommation. Point. Ça veut dire que si vous me dites, regardez bien ce que je vais dire là, attention, si vous me dites dans ce pays à quoi est égal le PIB, je vous dirai combien devrait être égal la consommation. C'est ça? Quand je dis si vous me donnez le PIB, alors, dans ce cas-là, la variable explicative s'appelle une variable, on ne va pas dire donnée. On dit que c'est une variable exogène pour la relation. Elle est exogène à la relation. Qu'est-ce que ça veut dire, exogène? Ça veut dire que ça vient de l'extérieur. Elle est connue d'avance. Si on la connaît, alors on détermine l'autre variable qu'on cherche à expliquer et qui va s'appeler donc une variable endogène à la relation.
le PIB est une variable exogène dans cette relation seulement, hein. Et la consommation est une variable endogène. La variable endogène, c'est celle qu'on cherche à expliquer. Quelquefois, on a besoin de plusieurs variables exogènes qui, ensemble, permettent d'expliquer une variable endogène. Très souvent, une relation comme ça, on met l'endogène à gauche et les exogènes à droite. Non. Non. Connaissant la variable exogène, on devine à quoi est égal ou on cherche à expliquer à quoi serait égale la variable endogène. Ce n'est pas dans l'autre sens. D'accord? Tu as compris ou pas? Quel est le lien entre le PIB ou la variation du PIB et la variation de la consommation? Quel est ce lien? Dans cet exemple, il y a un lien affine avec une pente ou un coefficient directeur égal à 80% ou 0,8, n'est-ce pas? Ce 0,8, d'où est-ce qu'il vient? Ce 0,8, d'où est-ce qu'il vient? Si vous cherchez dans un pays pauvre, vous allez trouver que le lien est égal à presque 90%. D'accord? Vous allez dans un pays riche, il va être égal à seulement 60% ou même un peu moins. Quelle est la différence entre les deux? Elle serait due à quoi? Oui? Non, c'est pas pour ça. Parle plus. Je sais que tu penses juste, mais tu dis pas très explicitement. Parle plus explicitement. C'est que les. Oui. Non, 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 tu compliques les choses. Je veux aller d'une manière beaucoup plus simple à une idée beaucoup plus simple. Les riches, non. Les pauvres, oui. Très bien. Et les pauvres, encore plus. Les pauvres, ils ont juste de quoi manger.
D'accord? Ils n'ont pas le temps de mettre de l'argent de côté. Ils n'ont pas les moyens. Les riches ne consacrent pas tout le revenu pour la consommation. Et les pauvres, ils consacrent presque tout à leur. Voilà. Ce lien-là, qui égale 0,8, je l'ai noté petit a. C'est une chose qui est, d'après vous, stable ou instable? Ça change vraiment, il faut attendre que le pays s'enrichisse. Donc, c'est un phénomène assez stable dans le temps. D'accord? Phénomène assez stable. Ce phénomène assez stable-là, on l'appelle un paramètre. Le petit a s'appelle un paramètre. Et on lui donne toute une théorie, toute une explication. En macroéconomie, ce paramètre-là, il est noté quelquefois. Ce paramètre-là, on l'appelle la propension marginale à consommer. Propension, pas proportion. Propension. Propension. P-E-N-S-I-O-N à la fin. Propension. Marginale à consommer. Donc, c'est tout un tralala autour de ça. Tout un tralala. Ce n'est pas juste, comment vous l'avez appelé, le coefficient, je ne sais plus comment. Oui, en mathématiques. Mais en économie, ils le font tout un. Exactement. C'est-à-dire que vous aurez des questions et des questions et des questions et des questions et tout un bazar autour de ça. C'est-à-dire une théorie autour de la propension marginale à consommer. Cette chose-là qui est pas, qui change pas en un an ou deux, n'est-ce pas? Parce qu'elle est un phénomène comment? Il est un phénomène social, n'est-ce pas? Phénomène lourd. Il ne change pas comme ça. Le pays ne s'enrichit pas en 2-3 ans. Donc, c'est un phénomène social lourd, assez stable dans le temps, peut changer, mais après longue période, on dit que c'est un paramètre. Et on cherche à vérifier sa stabilité. D'accord? Ça s'appelle ici la propension marginale à consommer. Oui? On va l'expliquer plus tard. On va l'expliquer plus tard. Est-ce que vous vous rappelez que j'ai fait un cours sur le marginalisme? Rappelle ou non? Qui se rappelle du cours sur le marginalisme? Qui a inventé le marginalisme? J'ai donné un auteur. J'en ai parlé longuement. C'est Menger, l'école autrichienne. Vous vous rappelez plus de ça? Eh ben, il faut voir. Heureusement qu'il y a des vidéos. Allez vérifier les vidéos, c'est enregistré. Ces explications, d'accord? Donc, je vais t'expliquer un peu plus tard pourquoi ça s'appelle marginal. D'accord? Bon, on peut l'expliquer, mais je n'ai pas envie de vous parachuter sur la tête des choses que vous n'aimez pas. Quand tu dis Y égale AX plus B, à quoi est égal Y? Pardon, A. À quoi est égal A? Tu vas comprendre pourquoi c'est marginal. Non.
Quoi est égal le petit a? Oui? Est-ce que vous pouvez le trouver autrement, de manière plus... Si vous dérivez y, qu'est-ce que vous trouvez? Est-ce que tout le monde est d'accord? A, c'est la dérivée de y par rapport à x. Donc, A est égal. Vous connaissez cette notation? Je vous rappelle de mauvais souvenirs. Ou non? Ça va encore? Parce que moi, je n'ai pas voulu faire de maths. C'est votre camarade qui m'a poussé. Tu es bien d'accord? C'est ta faute. Donc, petit a, c'est la dérivée de y par rapport à x. Donc, dans notre cas, ça, on l'a appelé la propension, dans mes notations, c'est comme ça. La propension marginale à consommer. Elle est égale à quoi? Variation ou dérivée de quoi? Non. Parce que l'y, pour nous, c'est c. Tu es d'accord? Par rapport à? Très bien. Pourquoi ce rapport-là, il est nécessairement marginal? Pourquoi? Parce que la dérivée, c'est la définition même du marginal. C'est quoi une dérivée? D'une variable par rapport à une autre. Ici, dériver la consommation par rapport au PIB. Qu'est-ce que ça veut dire dériver? Vous l'avez défini au collège, peut-être au lycée. C'est quoi dériver une variable par rapport à une autre? Essayez d'être très attentif à ce que je vais dire là. Qu'est-ce que ça veut dire dériver y par rapport à x? En mathématiques, qu'est-ce que ça signifie dériver? C'est quoi une dérivée en mathématiques? Expliquez-le en français. Oui? Oui, 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 oui. Ça veut dire quand vous augmentez la variable explicative, ici le PIB, d'accord? Vous l'augmentez d'une unité, de combien varie la variable endogène ou à expliquer. Ça s'appelle dériver l'une par rapport à l'autre. Ça veut dire quoi, ça? Si on vous dit, j'augmente le PIB d'1 $ ou d'1 €, n'est-ce pas? J'augmente le PIB d'1 €. De cet euro supplémentaire, qu'est-ce que les gens vont consacrer à la consommation? Est-ce que c'est tout l'euro? La théorie nous dit non, pas tout, parce que petit a ou la propension à consommer, elle est inférieure à 1. Ils vont consacrer l'euro supplémentaire, 80 centimes à augmenter la consommation et 20 centimes à épargner. Pourquoi on appelle ceci un raisonnement marginal et que la propension est marginale, qui est égale à 0,8? Pourquoi on dit que c'est marginal? Oui? Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça. Le mot marginal en économie,
c'est pour dire le mot infinitésimal en mathématiques. Pardon? Quand vous dites j'augmente le PIB d'une seule unité, ça veut dire augmenter d'une unité à la marge. Ça veut dire supplémentaire, une seule supplémentaire, pour avoir une idée de lien entre les deux. Si tu augmentes de 500, de millions, etc., on veut avoir une idée à la marge. Une toute petite variation, qu'est-ce qu'elle implique? On dit on fait un raisonnement à la marge. Et la dérivée sert à ça. La dérivée, le sens mathématique, si vous le dites en français, de dériver une chose, c'est dire quand la chose explicative varie d'un tout petit peu, une petite partie infime, on dit une variation infinitésimale. Qu'en est-il de la variation de l'autre variable qui lui est liée? D'accord? Cette variation toute petite, à la marge, une seule unité en économie, parce qu'en économie, on ne peut pas faire de l'infinitésimal. On ne peut pas augmenter le PIB de moins qu'1 euro. En mathématiques, on va parler de millionième de centime. C'est des maths. En économie, on parle de unité, une seule unité. On dit que cette unité est unité marginale, une seule supplémentaire, à la marge. Qu'est-ce qu'elle a comme effet sur la consommation? Tu augmentes de 1 euro seulement le PIB. Cette théorie nous dit que les gens vont consacrer que 80 centimes à augmenter leur consommation et 20 centimes d'épargne de plus. Mais j'ai l'impression que vous avez oublié le sens de la dérivée en mathématiques. La dérivée en mathématiques, c'est comment varie y lorsque x, qui continue, lorsque x, je repose ma question. Je dis que vous avez peut-être oublié le sens du mot dérivé en français des mathématiques. Dériver une variable y par rapport à x, c'est dire comment ou combien varie y lorsque... Plus fort? Comment ça, x est constant? Si x est constante, y est constante. Comment? Non. Quand x change d'une quantité très, 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 très infime. Vous l'avez oublié, ça? Vous vous rappelez de ça? Comment c'est exprimé en mathématiques, ça, pour dire que x varie d'une toute petite quantité infime? Vous le dites comment, ça, en mathématiques? Hein? Non, vous l'avez exprimé autrement en maths, au tableau, dans vos cahiers. Juste pour voir si vous vous rappelez un peu. Vous avez écrit quelque chose qui ressemble à ça. Dans la définition de la dérivée au lycée, vous avez à un moment écrit ça. Si vous voulez. Alors, je vais essayer de le faire de manière à ce que vous vous rappeliez un peu de ce que vous avez fait, parce qu'au lycée, on le note souvent comme ça.
Vous vous rappelez de ça? Ça, c'est la définition de la dérivée. La définition de la dérivée, c'est comment varie la variation de la fonction y égale à x lorsque on passe d'un point x1 à x0 à x1 et que cet écart devient à une limite égale 0, presque proche du milieu. x1 moins x0, très, très infime. Une augmentation de x de toute petite quantité infinitésimale, alors comment varie? Ça, c'est la définition de la dérivée. Ce qui est une partie infinitésimale en économie, on dit une petite partie, une seule unité à la marge. On dit qu'on fait un raisonnement à la marge. Et donc, la propension ici, elle est marginale, obtenue par petite variation de la variable exogène, toute petite. C'est-à-dire, quand le PIB augmente juste de 1 euro, combien augmentera la consommation dans ce pays? D'accord? Ça s'appelle raisonnement à la marge. On ne cherche pas à savoir quand le PIB augmente de 1 milliard, de combien de milliards augmentera la consommation. Ce n'est pas ça. On cherche à connaître le lien infime, à la marge. Ce raisonnement-là, à la marge, a été inventé par les marginalistes. A été inventé par les marginalistes. C'est pour ça qu'on appelle leur école l'école marginaliste. Et tout le raisonnement en économie, tout, absolument tout, sans exception et quelle que soit l'école, quelle que soit l'école. Ce raisonnement, il est généralisé partout, à toutes les écoles. Toutes les écoles raisonnent comme ça. Le raisonnement à la marge, il est adopté partout, toutes les écoles. Donc, ce n'est pas seulement technique, c'est aussi un paradigme, c'est-à-dire une façon adoptée depuis partout, tout le temps. Le raisonnement à la marge. Le raisonnement à la marge permet de créer des relations, des liens entre les variables. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de raisonnement absolu. Il n'y a pas que des raisonnements à la marge en économie. Ça veut dire que la propension marginale à consommer, qui est celle-là, c'est un paramètre, n'est-ce pas? On vient de le dire. Et on espère qu'il soit stable dans une économie. Parce qu'on ne peut pas construire des relations économiques sur des phénomènes qui sont imprévisibles, instables. Les gens changent de comportement tous les mois. On ne peut pas. On essaie de suivre des comportements stables dans le temps. Comment ils ont l'habitude d'investir, consommer, produire, travailler. D'accord? Ça, on cherche, on mesure. Les statisticiens calculent ces paramètres. Et ça permet aux économistes de les mettre dans des relations. D'accord? Et à côté ou avant, la propension marginale à consommer, qui est celle-là. Que signifie ça? Ça signifie la variation de l'un quand l'autre varie. C'est ça? En d'autres termes. Mais sauf que variation toute petite. D'accord? Mais ce qu'on est en train de dire, même dans une dérivée, c'est quoi une dérivée? C'est comment varie truc, quand varie trac, n'est-ce pas? Mais sauf que c'est infinitésimal. Mathématiquement, c'est tout petit. Mais on a besoin aussi de connaître C sur le PIB, qui n'est pas la variation. Juste en absolu, combien les gens consacrent de leur PIB à la consommation. Ça, c'est autre chose. Elle s'appelle la propension moyenne. Moi, je la note comme ça. Propension moyenne à consommer.
Ça veut dire que quand je dis la propension moyenne à consommer, c'est la part de la consommation dans le revenu. Et la propension marginale à consommer, c'est la part de la variation du revenu qui est consacrée à la variation de la consommation. Ce n'est pas la même chose. Donc, vous avez ici un ensemble d'équations. Ça aussi, c'est un autre paramètre qui est calculé aussi. Il est stable dans le temps, souvent. Pas du jour au lendemain. Donc, connaissant les statistiques sur ces choses, on construit un ensemble d'équations dans le but d'avoir une théorie explicative du fonctionnement simplifié, bien sûr, de l'économie. C'est ça qui s'appelle un modèle. J'ai encore 5 minutes? Je vais vous garder 5 minutes. Je viens de dire, voilà, un modèle, c'est un ensemble d'équations. D'accord? Mais sauf que vous le notez dans votre tête, je vais vous le donner dans un document. Écoutez simplement pendant 3 minutes que dans un modèle, on vient de dire que dans une équation, il y a des variables endogènes, des variables exogènes et des paramètres. Maintenant, dans un modèle, il y a différentes sortes d'équations. Vous notez, enfin, notez pas, écoutez. Il y a des équations de comportement qui décrivent le comportement, par exemple, de la consommation. C'est comment se comportent les consommateurs. Ça s'appelle une fonction de comportement. Vous avez aussi des fonctions ou des relations comptables. Elles ne donnent pas d'explication. Elles donnent des équilibres comptables. L'équation comptable la plus connue, que vous connaissez déjà, c'est que dans un pays, il faut assumer d'abord en premier. Y égale C plus I plus G plus X moins M. Ça, c'est une relation qui doit être vérifiée par toutes les économies, quel que soit le modèle adopté et la théorie adoptée et l'auteur qui l'a fait. Il faut qu'une économie réponde à cette relation-là. Elle n'est pas de la théorie, elle est de la comptabilité. C'est l'équation, comment on l'a appelée dans le cours, celle-là? On l'a appelée comment, cette relation? On l'a appelée comment, cette relation? Vous avez déjà oublié. Vous vous rappelez de ça? Est-ce que vous vous rappelez de ça? Donc, c'est une relation première de toutes les relations, de tous les modèles. Il n'y a pas un modèle qui ne commence pas avec ça. D'accord? Ensuite, vous avez des équations ou des relations de définition. Une relation qui définit quelque chose. Par exemple, si on dit que la demande globale, c'est la demande de consommation plus la demande d'investissement. Ça, c'est une définition. Il n'y a pas de théorie. Une définition. Et puis ensuite, dernier mot, les équations d'équilibre. Les équations d'équilibre. En général, c'est pour dire une des équations, l'offre de travail égale demande de travail dans une économie pour que l'économie soit une. Voilà. C'est ça ce qu'on appelle un modèle. Vous devez suivre. J'espère que cet enregistrement, c'est
c'est réalisé, je vais le vérifier. Et donc, je vais expliquer la suite à vos camarades et vous les écouterez, d'accord?